Allez, on va se plonger aujourd'hui dans un moment de l'histoire qui est vraiment complexe et souvent assez mal compris. C'est la fin de la guerre d'Algérie. Et on va voir, cette fin, eh bien, ce n'était pas vraiment une fin. Normalement, quand on pense à la fin d'une guerre, on pense à quoi? Un cessez-le-feu, un accord, bref, le début de la paix, non? Eh bien, pour l'Algérie de 1962, c'est tout le contraire. Le cessez-le-feu n'a pas apporté la paix. Non, il a été le point de départ d'un nouveau chapitre, un chapitre d'une brutalité inouïe. Alors, comment on en est arrivé là? Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir un peu en arrière en 1961. Pendant que les politiciens négocient, disons un troisième acteur, et un acteur très dangereux, entre en jeu. Et cet acteur, c'est l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. En gros, c'est un groupe de militaires français déserteurs et de militants qui refusent de voir l'Algérie devenir indépendante. Pour eux, c'est non. Et ils vont se battre contre tout le monde. Contre le FLN, bien sûr, mais aussi contre le gouvernement français lui-même, qu'ils accusent carrément de trahison. On se retrouve donc avec une situation explosive. Le FLN, l'OAS, l'État français. C'est un vrai triangle de tension. Et au milieu de tout ça, on essaye quand même une solution démocratique, on organise un référendum. On demande aux gens de voter sur l'avenir de l'Algérie. Et les résultats, eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. On voit tout de suite que le pays est complètement fracturé. D'un côté, une abstention énorme poussée par le FLN, de l'autre, un oui à l'autodétermination qui l'emporte, mais aussi un non qui pèse lourd. Clairement, on est très très loin d'un consensus. Et si on regarde cette carte, c'est fascinant. On voit précisément où ce vote non s'est concentré. Sans surprise, c'est dans les zones avec beaucoup d'Européens. Et ce n'est pas un détail, parce que ces zones, ce sont précisément celles qui vont devenir les grands bastions de l'OAS. Le champ de bataille est en train de se dessiner. Voilà, le point crucial, il est là. Cette division politique, elle ne reste pas sur le papier. Non, elle va littéralement exploser dans les rues. On passe des urnes à une véritable guérilla urbaine. Regardons Alger, par exemple. Cette carte date de 1962 et elle est édifiante. On voit une ville coupée en deux, ségrégée, avec des quartiers européens d'un côté et musulmans de l'autre. Chaque communauté retranchée chez elle. C'est une véritable poudrière, il suffisait d'une étincelle. Et l'étincelle, elle arrive. La ville plonge dans ce fameux conflit triangulaire. L'OAS multiplie les attentats pour provoquer le chaos. Le FLN réplique, notamment avec des enlèvements. Et au milieu de tout ça, les forces françaises, complètement dépassées, qui essaient de maintenir un semblant d'ordre. C'est le chaos total. Et attention, ce n'est pas juste à Alger. Le même drame se joue à Oran. C'était un conflit urbain généralisé. Ces cartes des deux villes le montrent bien, la violence était partout. Pourtant, pendant que les villes s'embrasent, à un autre niveau, une solution politique se dessine. Le problème, c'est qu'elle semble complètement déconnectée de la réalité du terrain. Et cette solution, ce sont les fameux accords d'Évian. Sur le papier, c'est la fin de la guerre. C'est l'accord de paix, celui que tout le monde attendait après 8 ans de conflit. Sauf que, regardez bien cette chronologie, c'est là que tout bascule. Le cessez-le-feu est signé le 19 mars, et c'est à partir de là que la violence explose. C'est paradoxal, mais c'est un fait. Les mois après les accords, entre mars et juillet 62, ont été parmi les plus meurtriers de toute la guerre. C'est terrible. Face à cette insécurité totale, à cette violence qui ne s'arrête pas, que se passe-t-il? C'est l'exode. La quasi-totalité de la population européenne quitte le pays. C'est un bouleversement démographique et humain absolument majeur. Maintenant, laissons un peu les événements de côté et parlons chiffres. Parce que les chiffres de cette guerre sont souvent mal connus et ils bousculent pas mal d'idées reçues. Les statistiques qu'on va voir sont franchement assez surprenantes. Alors, premier chiffre choc, tenez-vous bien. Pendant toute la durée de la guerre, il y a eu plus de musulmans qui ont combattu dans l'armée française que dans les rangs de l'ALN, le bras armé du FLN. C'est un fait incroyable qui montre une chose essentielle. La guerre d'Algérie, c'était aussi, et peut-être surtout, une guerre civile. Et si on regarde les morts au combat, le bilan militaire officiel est vertigineux. On part d'un ratio de 10 contre 1, 10 fois plus de morts du côté des forces rebelles que du côté des forces de l'ordre françaises. C'est une disparité absolument énorme. Pourtant, le chiffre qu'on a tous en tête, celui qui a marqué les esprits, c'est celui d'1,5 million de victimes. C'est le chiffre qui a été avancé par le journal du FLN à l'époque, et il a vraiment forgé la mémoire collective de cette guerre. Mais il faut bien comprendre ce que ce chiffre voulait dire. Le mot « victime », à ce moment-là, ne désignait pas que les morts. Non, ça incluait aussi les blessés, les malades, les personnes déplacées. C'était un terme beaucoup plus large. D'ailleurs, aujourd'hui, les historiens, en se basant sur les recensements de l'époque, estiment la perte démographique totale, c'est-à-dire en comptant les morts violentes, mais aussi le surplus de morts naturelles et le déficit de naissances lié à la guerre,
à un chiffre inférieur à 300 000. On est loin du 1,5 million de morts. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Quand un accord de paix, un cessez-le-feu, déclenche en réalité plus de morts et de chaos que la guerre elle-même, qu'est-ce que ça signifie vraiment de mettre fin à une guerre ?